Bonjour, je me présente, Sylvain Miralles, délégué syndical CGT Hydro-Méditerranée. Donc on se trouve aujourd'hui à la centrale hydroélectrique de Saint-Estève-Janson, voilà, au-dessus d'Aix-en-Provence. La centrale a été mise à l'arrêt depuis avant-hier, hier. Hier après-midi, ouais. Hier après-midi. On est toujours dans le cadre de la réforme retraite. Pourquoi ce type d'action? Effectivement, c'est une action qui s'inscrit pleinement dans notre déroulé d'action au niveau national, au niveau intersyndical, de faire une intervention sur l'outil de travail. Donc cette action se cale pile poil dans ce qui est préconisé entre guillemets par nos fédérations syndicales, intervenir sur l'outil de travail, mettre la centrale, donc venir ici, mettre la centrale à zéro, c'est-à-dire on met la centrale à zéro, il n'y a plus un mégawatt qui sort de la centrale. Par contre après tout ce qui est usage de l'eau, ça on le gère via le déversoir. Donc en fait la centrale est à l'arrêt mais l'écoulement de l'eau n'est pas perturbé et ça n'a pas d'autres conséquences que l'arrêt de la production électrique. Tout à fait, le seul but c'est de contraindre notre direction, qu'elle fasse passer le message au niveau du gouvernement que ce projet de réforme, on n'en veut pas. Alors, le gouvernement a demandé aux représentants des centrales syndicales de venir le voir en début de semaine prochaine. On a entendu souvent le mot médiation intervenir. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors pour nous, syndicalement, en plus on est en plein dans le congrès de notre confédération, à la CGT. Pour nous le message est clair, il n'y aura pas de médiation. Nous c'est un retrait pur et simple du projet. Première étape, parce qu'après nous aussi on a d'autres revendications qui ont été portées ces dernières années qui n'ont pas abouti. Donc on veut faire déjà cette première victoire et enclencher tout le reste pour leur reprendre tout ce qu'ils nous ont pris depuis déjà pas mal de décennies. Alors plus spécifiquement pour le secteur énergie, au-delà de la réforme des retraites, quelles sont justement ces revendications? Le secteur de l'énergie est pleinement touché par la libéralisation du marché qui au départ nous était vendue pour faire baisser les factures d'énergie. Et je pense qu'à travers nos familles, nos connaissances, nos amis, c'est tout le contraire qui est proposé aujourd'hui et qui est imposé. Et au bout du bout, c'est les usagers, les entreprises qui sont obligées de licencier sur cette énergie-là qui devrait être une ressource de première nécessité. La première fois qu'on s'était vu, c'était à Serponçon, quand le gouvernement espérait pouvoir privatiser certains barrages en France. Où est-ce qu'on en est de ce projet-là? Est-ce que c'est enterré? Est-ce que l'ombre plane toujours? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors tout à fait, ouais. On s'était vu, je me rappelle Eric, c'était en 2019 sur l'initiative qu'il y a eu sur Serponçon, où on était en pleine bagarre sur la volonté du gouvernement, Commission européenne, sur la libéralisation du marché. Pourquoi? Parce que la ressource, vous l'avez là, hein, elle est gratuite. Par contre, il y a du fric à se faire. Et donc la volonté des différents gouvernements et Commission européenne, c'est d'ouvrir la libéralisation du secteur hydraulique. Donc là aussi, il y avait un gros risque. Donc il y a tout un travail qui a été effectué, mobilisation du personnel, mobilisation des organisations syndicales, mobilisation des députés pour faire capoter leur projet. Donc pour l'instant, il est mis entre parenthèses. On attend, il y a eu le Covid, il y a eu en ce moment les retraites, voilà. Pour l'instant, on va dire, il est dans le tiroir, il n'est pas encore enterré, donc on reste toujours vigilant sur ce dossier, mais pour l'instant, pas de nouveauté. Est-ce que tu peux revenir rapidement en quelques mots sur l'importance du secteur hydroélectrique en France et pourquoi est-ce que ce secteur-là ne doit pas être privatisé, les conséquences que ça peut avoir aussi, notamment au niveau de la distribution de l'eau? Alors tout à fait, ouais. Donc le secteur hydraulique, c'est une énergie qui est pilotable, c'est-à-dire que voilà, là vous avez de l'eau, on peut fermer des vannes, manœuvrer, fournir de l'électricité en fonction des besoins de la population. Ça c'est notre premier, je dirais, argument qui plaide dans le sens d'un service public. À distinguo par exemple des panneaux photovoltaïques ou de l'éolienne où le jour où il n'y a plus de soleil, où il n'y a plus de vent, tu n'as plus un seul mégawatt qui sort. Donc là il y a des difficultés d'approvisionnement. Donc voilà, donc déjà le premier avantage c'est celui-là, c'est d'avoir une énergie qui est pilotable. Deuxièmement, l'énergie, l'eau en particulier, on ne fait pas que produire des mégawatts. Il faut imaginer, si on prend 10 mètres cubes qui passent dans nos installations, il n'y en a que 4 qui servent à la production hydraulique. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle le multi-usage de l'eau. Donc c'est toute délivrance d'eau potable pour les usagers, pour la population, délivrance d'eau pour les agriculteurs, notamment sur la plaine de la Durance.
Rappeler que toute une économie, enfin, l'agriculture s'est développée depuis qu'il y a les installations qui se sont construites au début des années 50. Voilà, donc c'est aussi un poumon économique pour la région. Et tout ça, on ne veut pas que ça parte au privé, quoi, parce que derrière, on sait très bien comment ça fonctionne. Eh bien, ils vont faire turbiner nos centrales, non pas en fonction des besoins de la consommation, mais en fonction du prix du mégawatt. Aujourd'hui, le mégawatt, il est calé on est sur un marché boursier de l'énergie. Ça aussi, à la CGT, c'est ce qu'on combat depuis pas mal d'années, depuis une vingtaine d'années. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le mégawatt, il peut descendre à 10 €, mais il peut surtout monter à 3 000 €, quoi. Et donc si tu as un opérateur privé qui, lui, n'est pas forcément là pour faire que du service public, on va le dire comme ça, et bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre que le mégawatt soit au plus haut pour faire tourner les centrales, quoi. Donc en gros, si je schématise vulgairement, ils vont libérer beaucoup plus d'eau en hiver qu'en été parce que le mégawatt est plus cher à l'achat. Et en été, par contre, au moment où toute la vallée a besoin d'eau pour l'irrigation et tout le reste, ils vont réduire la production puisqu'en été, on consomme moins d'électricité et que le mégawatt est moins cher. Tout à fait, Eric. C'est aussi une des analyses qu'on a aussi, notamment chez nous en Méditerranée, quoi. Ok. Là, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus, si tu as l'information, sur cette centrale, depuis combien de temps elle existe, par exemple? Bon, ça doit dater des années 60. C'est au début, donc à la sortie de la guerre. Hein. Donc, à la sortie de la guerre, il fallait reconstruire le pays. Donc la volonté, c'est d'avoir des moyens de production. Donc Marcel Paul, qui a été un des premiers pionniers à relancer la filière électrique. Donc il y avait quelques producteurs en privé qui faisaient ce qu'ils pouvaient, faisaient un peu du fric un peu sur le dos de la population. Et voilà, la volonté, c'était de créer un service public. Donc la création des entreprises EDF-GDF. Avec derrière l'élaboration, la construction de gros moyens de production. Hein. Donc ça a été les centrales thermiques, ça a été les centrales hydrauliques. Un peu plus tard, ça a été les centrales nucléaires. Tout ça, ça a été construit dans une volonté, dans une optique de bien public et pouvoir répondre aux besoins de la consommation, pouvoir répondre aux besoins des entreprises pour derrière créer une économie industrielle qui a permis pendant des années de faire avancer les besoins, quoi. On voit que depuis quelques années, le gouvernement s'astreint à mettre un terme à toutes les centrales thermiques, notamment les centrales à charbon. Quel serait le danger, en plus de la fermeture des centrales thermiques, si les barrages hydroélectriques étaient privatisés? Là aussi, nous, côté EDF, l'entreprise EDF, dans sa part de production, elle met un budget de côté pour tout ce qui est maintenance des installations. C'est un gros budget, on a des prévisions de gros chantiers, des chantiers, ce qu'ils appellent des chantiers CAP, des chantiers dimensionnants pour l'unité pour les prochaines années. Demain, si le privé met les pieds dans nos centrales et parvient à racheter nos barrages qui ont été payés, là aussi on le rappelle, par les données publiques, donc pour nous c'est déjà un vol, si le privé arrive à ses fins, mais derrière, quel va être le budget, quelle va être la part qui va être donnée à la maintenance de nos installations par rapport au budget de production. Peut-être que le privé va se dire, nous on va turbiner tant qu'on peut, tant qu'on va creuser l'outil industriel, tant qu'on peut faire des bénéfices, et puis après on le revendra ou on le cédera, et bien souvent ça va être peut-être l'EDF qui va être obligé de racheter aux deniers symboliques et de remettre à niveau. Ça a été vu, hein, c'est pas une donnée d'esprit de la CGT, tout ça, ça a été déjà prouvé et malheureusement décrié à plusieurs années. Donc voilà, notre crainte elle est aussi là-dessus. Ouais. Et au-delà de l'aspect entretien, après la fermeture des centrales thermiques, si EDF venait à perdre la gestion des centrales hydroélectriques, quel pourrait être l'impact sur la régulation du réseau? Là aussi, ouais, ça complexifie le tout. Hein. C'est déjà compliqué entre nous parce qu'avant, il n'y avait qu'une seule entreprise. Elle a été saucissonnée et elle est d'autant plus affaiblie. Hein. Une entreprise, quand on la saucissonne, on l'affaiblit. EDF aujourd'hui est très affaibli. Donc aujourd'hui, si on perd cette part-là, donc ça veut dire que sur le réseau, tu rajoutes des producteurs sur le réseau avec des optiques de production différentes, tu complexifies la délivrance d'électricité. Donc on rappelle, l'entreprise a été créée pour faire un kilowattheure sûr de qualité et 24 heures sur 24. Donc demain, est-ce que ces trois critères-là vont être pris en compte par une entreprise privée? On en doute fort.
Et en termes de souplesse de fonctionnement, parce qu'on sait par exemple qu'une centrale nucléaire n'est pas très réactive quand il s'agit de réguler le réseau. Donc quels sont, en dehors de l'hydroélectrique et du thermique aujourd'hui, quels sont les organes de régulation qui permettent de maintenir un réseau avec assez de souplesse, on va dire? Non, là aussi, à part l'hydraulique sur le territoire national, hein, donc par exemple sur la Durance, on est en capacité de fournir 2000 MW en 15 minutes sur le réseau, quoi. 2000 MW, c'est plus que 2 tranches nucléaires. Donc c'est pas négligeable. Aujourd'hui, pour faire démarrer une tranche nucléaire, c'est pas un quart d'heure. Voilà, aujourd'hui, s'il y a besoin de 2000 MW, si la chaîne est à l'arrêt, on est en capacité de fournir 2000 MW sur le réseau, quoi. 2000 MW, ce n'est pas négligeable. Si tu avais un message à adresser à nos dirigeants et nos représentants aujourd'hui? Le message, il est simple. Hein. Le message, il est simple. Regardez ça, regardez cette ressource en eau, c'est magnifique. Ça ne peut pas partir au privé. On a trop laissé partir ce qui faisait un peu notre fleuron. Nous, en France, on a trop laissé partir au privé. Aujourd'hui, on s'en mord les droits. Bon, on prend souvent l'exemple des autoroutes. Mais voilà, par exemple, là, aujourd'hui, c'est un bien public. C'est un bien qui appartient à la nation. Ça doit le rester. C'est un patrimoine? C'est un patrimoine, tout à fait. Ok. Et vis-à-vis de la réforme retraite, si tu avais le président en face de toi? Vaut mieux pas que je l'ai. Merci beaucoup Sylvain. Merci à toi.